Je m'appelle Alexandre Ventadour. Je suis directeur général d'un groupe d'entreprises qui s'appelle Complay. C'est 3 entreprises, Complay, Vista et La Factory. Un centre de formation digitale, une agence de pub digitale et un cabinet de conseil en transformation digitale. Mais on n'est pas là pour parler de moi et on n'est même pas vraiment là pour parler de mes business. On est là pour parler de start-up et plus précisément de l'écosystème start-up en Martinique. Moi, j'ai une expérience d'observateur en la matière. Je côtoie des startups à longueur de journée. Dans mes vies précédentes, j'en ai vu énormément. Mais je n'ai pas suivi le cursus que je vais vous présenter là dans quelques minutes. En revanche, j'ai cet œil extérieur, notamment sur notre tissu économique local. Et je serai donc l'animateur de cette soirée, l'animateur de cette table ronde, dont je vais vous expliquer le principe juste maintenant. L'idée, c'est de voir ensemble avec des acteurs confirmés, avec des observateurs confirmés, qu'ils soient ici ou ailleurs, avec des personnes qui ont une sensibilité pour nos territoires. L'idée, c'est de faire une overview, de mettre en perspective l'écosystème start-up en Martinique, donc voir dans quelle perspective on se trouve, un peu d'historique, surtout beaucoup d'actuel, beaucoup de présent, et puis voir si on met notre écosystème en perspective d'autres écosystèmes nous ressemblant, quelles leçons on peut tirer? Est-ce qu'on est meilleur, moins bon? Est-ce qu'on doit mesurer si on est meilleur ou moins bon d'ailleurs? C'est une bonne question. Et donc ça, ce sera la première partie de la table ronde. La seconde, elle nous mènera à faire une espèce de prospective. On est ce qu'on est en 2019. Si on se projette plus loin, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet écosystème? Où est-ce qu'on doit aller? Avec qui? Et comment? Donc ça va être l'essentiel de la discussion. Et en préambule de cette discussion, j'ai cru intéressant de vous présenter, de représenter à certains. Il y a des personnes que je connais dans l'Assemblée à qui je ne vais rien apprendre, mais l'idée, c'est qu'on soit tous sur une espèce de même niveau d'information sur ce qu'est une start-up et quel est le cycle de vie d'une start-up. Quelles sont les différentes composantes qui font d'une entreprise, ou plutôt d'une idée embryonnaire, une entreprise, pourquoi pas multinationale, licorne, millionnaire, milliardaire, et que sais-je encore. Donc, ce qu'on va faire dans ces 10-15 premières minutes, c'est de passer en revue le cycle de création d'une start-up jusqu'au moment où elle arrive à son terme, ou au contraire, elle accélère pour atteindre les étoiles. On va passer 15 minutes là-dessus, et puis ensuite, j'inviterai les personnes qui me rejoindront à la table ronde pour cette discussion. Sur la deuxième partie, donc la discussion, l'un des intervenants qui n'a pas pu être là ce soir et qui s'en excuse, mais je le laisserai s'excuser en live, sera en visioconférence. Donc, excusez-nous par avance s'il y a un petit couac technique à un moment donné ou à un autre, mais a priori, ça devrait fonctionner, on a testé. Ah, ben, voilà. Daniel. On te voit, Daniel. OK. Daniel Yerso. Du coup, on peut rebasculer sur la présentation. Super. Alors, dans un premier temps, puisqu'on parle de start-up, l'idée, c'est de voir quelle définition on peut faire d'une start-up. Alors, j'ai tapé naïvement sur Google pour voir quelle était la première définition qu'on pouvait faire d'une start-up. Il y a marqué « jeune entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies sur Internet ». C'est hyper vague, c'est très très mal formulé. C'est étonnant de la part de Google. Et surtout, c'est bien plus que ça, une start-up. Du coup, j'ai cherché une définition qui ressemblait plus à ce que moi, j'en ressentais et à ce que des start-upers de tout niveau et de tout bord avaient pu m'en dire. Et donc, je préfère cette définition de Steve Blank qui dit « Une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable et permettant une croissance exponentielle. » Donc il y a des termes qui sont très intéressants et la formulation est intéressante. Il y a le côté temporaire, parce que quand on a du succès et qu'on arrive à s'épandre sur le monde ou sur un marché, on sort de la case start-up ou de l'idéologie start-up pour entrer dans une case beaucoup plus entreprise traditionnelle. Facebook, Uber ont été des start-up, le sont peut-être dans l'état d'esprit, mais beaucoup moins dans la réalité. Pourtant, ils ont été des startups. Donc il y a cette notion de temporalité qui est importante.
Il y a aussi la notion de recherche d'un business model. Une startup, c'est une idée venue de nulle part, qu'on concrétise par des tests, par des échecs, qu'on met au front des personnes, des investisseurs, des clients, et qui ensuite donne un résultat. Et la notion de recherche, de quête d'un business model, elle est essentielle parce que souvent la bonne idée, l'idée qui pourrait révolutionner notre monde, notre quotidien, n'est pas monétisable. J'ai eu l'occasion de parler avec Zuckerberg, parce que j'ai bossé un peu chez Facebook, et le type il dit qu'il n'aime pas l'argent. Bon. Aujourd'hui, je pense que si je lui repose la question, il n'aurait peut-être pas la même réponse, mais il a d'abord créé un outil qui visait à rassembler énormément de gens, d'abord sur un campus, puis sur un ensemble de campus, puis à l'échelle mondiale. Son obsession, c'est rassembler demain 7, 8 milliards d'êtres humains qu'on sera bientôt. Et c'est ça son challenge. La monétisation et le fait de le concrétiser, du coup d'en faire un business, etc., c'est venu après. Et c'est pour ça que si vous avez vu le film The Social Network, vous avez vu que ce n'est pas Zuckerberg qui a eu ces brillantes idées de marketing et de monétisation, mais un tiers qui est venu lui insuffler l'idée de la publicité, etc., etc. Donc la recherche d'un business model est importante parce que c'est ce qui va concrétiser la faisabilité et la durabilité du projet. Le côté industriable et scalable, donc la croissance exponentielle, c'est vraiment pour moi ce qui fonde le côté startup. J'en discutais pas plus tard que ce midi, en décrivant mon activité. On disait, ouais, moi je ne me sens pas très startup. Et on me dit, oh, tu pourrais être une startup, etc. Moi, je fais du conseil. Ça veut dire que si je veux gagner de l'argent, il faut que je sois en face de mes clients. Je leur propose un tarif que ces clients achètent et qu'on continue comme ça de 7h à 19h tous les jours, etc. Ce qu'une startup arrive à faire et que moi j'ai du mal à faire ou que je ne peux pas faire dans mon business, c'est d'industrialiser la méthode et de scaler, de pouvoir faire en sorte que même en dormant, des utilisateurs quelque part dans le monde puissent utiliser ma solution, me permettre de grossir et me permettre de m'épandre sur plusieurs territoires. Donc il y a cette notion aussi d'industrialisation et de croissance exponentielle. Et si on fait une espèce de comparaison, on a là un porteur de carburant qui est dans son métier, qui a des règles bien établies et qui vient résoudre un problème factuel d'acheminement de carburant d'un point à un autre. Et puis on a le débrouillard, celui qui a saisi une opportunité parce que le gros porteur de carburant n'allait pas dans son quartier et qui s'est dit, j'ai pas de super camion, j'ai pas de superbe véhicule, mais pour autant, je vais aller satisfaire un besoin parce que j'ai ressenti ce besoin. Et peut-être qu'un jour, ce petit débrouillard-là deviendra le gros, et c'est ce qui se passe quand une startup performe. Alors, ça part de cette idée, mais on va décrire un peu plus ce processus après. Et puis on apprend de son idée. On apprend à la parfaire. On acquiert une expérience qu'on mesure. Il faut être en capacité de mesurer, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir accélérer grâce aux données, apprendre à nouveau et mettre encore à l'épreuve son idée. Donc c'est un premier cercle vertueux qui pourrait peut-être résumer tout ce qui va suivre. Alors, il y a cette légende urbaine, pas si légende, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en parle comme ça, de la plupart des grandes startups israéliennes, américaines, françaises, martiniquaises sont nées dans un garage. C'est peut-être vrai, mais il y a une réalité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut être à l'épreuve de son client, à l'épreuve de son idée. Et en réalité, si tant est que l'idée naisse dans un garage, elle en sort très très rapidement parce qu'il y a un instant, un moment où il faut la confronter. Contrairement à beaucoup d'autres business, ou en tout cas méthodes de business, où on va être dans un laboratoire à chercher le produit parfait avant d'espérer le vendre, là, on se met tout de suite à l'épreuve de son idée, sachant que c'est l'expérience qui constitue le produit, et pas le contraire. Donc c'est l'expérimentation, le fait de se mettre en danger qui va petit à petit dessiner le produit. Alors, un des premiers starters, un des premiers déclencheurs de mon idée qui a l'air bonne, avec moi et mes copains, on a envie de faire ça, et tiens, ça intéresse du monde et ça pourrait peut-être devenir quelque chose, c'est souvent un concours de pitch. Alors, il y a une image assez marrante là, mais je lui préfère quelque chose de beaucoup plus factuel qui existe en Martinique depuis maintenant 2 ans. 2 ans, Johan ?
depuis maintenant 2 ans. C'est un concours de pitch qui s'adresse aux jeunes de tous bords, et ça c'est assez important pour être souligné. Il y a des jeunes martiniquais, bien évidemment, mais guadeloupéens, haïtiens. Je crois que pour la prochaine édition, on attend 8 à 10 nationalités différentes, de jeunes qui vont venir travailler, élaborer une idée sur un cycle très court de 2 ou 3 jours, sur un week-end, et qui vont se confronter à des gens qui vont les accompagner, les coacher, pour en sortir quelque chose dont on puisse être assez fier pour se dire que c'est le démarrage d'une aventure. Donc l'idée, elle est individuelle ou collective, et puis très vite, elle doit se confronter à un public pour qu'elle se valide. Donc justement, la validation client, c'est de se dire, voilà, j'ai cette idée qui n'est pas parfaite, mon but c'est de savoir si elle va intéresser du monde. Et plutôt que d'être comme le personnage en orange à gauche qui va dire « je vais faire ci, je vais faire ça, voilà mon cahier des charges », dans cet esprit startup et dans la définition et la construction d'une startup, on va plutôt être le personnage en vert qui va dire « j'ai les moyens de résoudre ton problème immédiatement, et même si ce n'est pas parfait, on l'améliorera ensemble ». Donc il y a vraiment ce côté, ce n'est pas la culture de l'imperfection, mais c'est la culture du lancement. C'est lancer pour améliorer, pour améliorer, pour améliorer. Et d'ailleurs, je le dis assez souvent, il y a quelque chose dans notre culture dont on est assez peu fier, mais qui ressemble à ça, c'est le Ibon Consa. Le Ibon Consa, c'est il y a quelque chose, j'ai lancé, ça fonctionne, j'ai lancé, et il se passe quelque chose. Je suis déjà en capacité de réaliser, de vendre ou d'expérimenter quelque chose. Le seul problème du Ibon Consa, parce que ça ressemble à beaucoup de valeurs start-up ou du digital en général, c'est que le Ibon Consa s'arrête là. Les Américains disent « done is better than perfect ». Ça veut dire tu fais et c'est mieux que de faire un truc parfait. Parce que le truc parfait peut prendre du temps. Le fait de le faire, c'est immédiat. En revanche, il y a cette notion d'amélioration constante qui n'est pas le corollaire du fameux Ibon Consa. Mais dans l'intention, c'est lancer et ensuite éprouver. Ensuite, avant de fabriquer un produit qui ressemblera beaucoup au produit définitif, il faut valider la solution. On rentre en création et ce qui se passe souvent, donc là je suis dans un cycle pas parfait mais assez classique, sachant que des personnes ont court-circuité ces étapes-là ou les ont suivies à la lettre. Mais là l'idée c'est de parler d'un peu tous les acteurs pour que lors de la table ronde, on puisse, quand on évoquera un incubateur, un accélérateur, que vous puissiez en tout cas savoir exactement de quoi on parle et à quel moment on le positionne dans ce cycle de vie. Une fois que j'ai une solution, que j'ai un peu éprouvé mon produit, même si c'est sur 2 feuilles de papier et que le produit n'est pas encore à l'étape du MVP dont on reparlera, je peux intégrer un incubateur. C'est un espace, un lieu de vie où je vais pouvoir travailler, seul ou collectivement, et surtout où des personnes vont venir m'accompagner, vont venir m'expliquer comment réussir ton MVP, ta preuve de concept, ou comment travailler ta monétisation, ou ton marketing, etc. etc. C'est une espèce d'école en accéléré, une école du concept, une école du produit, une école de start-up. Alors, ce fameux MVP dont je parle depuis un petit moment, c'est cela, c'est de se dire, mon produit parfait, c'est le produit à droite. Mais mon prototype, ce que j'ai dessiné, c'est celui à gauche, c'est mon prototype. Le MVP se passe un peu entre les deux. On n'est pas encore dans la perfection du produit, qu'on est prêt à lancer, à monétiser, etc. Mais on a déjà sorti quelque chose qui donne envie et qui fonctionne. Et c'est sur la base de ce MVP qu'on va pouvoir élaborer et pouvoir commencer à faire pas mal de choses, notamment passer le niveau supérieur en allant chercher un certain nombre de financements. En parlant de financement, le premier financement de ces entreprises-là, mais plus largement de beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on appelle la love money. La love money, c'est l'argent que des gens qui vous aiment pourraient vous donner, si je fais une traduction littérale. C'est à la fois des fonds propres. J'ai un petit pécule, j'ai 3 000, 5 000, 10 000 euros. Je mets toutes mes économies, je fais all-in et je vais partir en production de ma preuve de concept. C'est aussi aller voir ses amis, ses parents, un mentor, etc., etc. Donc c'est la première source de revenus, c'est le premier coup de pouce, le premier coup d'accélérateur à mon projet. Ensuite, quand on a quelque chose d'assez costaud, on peut aller faire, pas non plus un concours de pitch, mais vraiment un concours de start-up. J'ai un produit, j'ai pu le mener à un terme suffisant pour pouvoir le présenter.
Et là, je vais passer tout un tas de concours pour essayer de gagner de l'argent supplémentaire ou de créer du relationnel avec des gens qui seraient capables de m'accélérer, de me permettre d'aller un peu plus loin. Ensuite, vient la période de l'amorçage. C'est quand mon produit est prêt pour le marché, quand j'ai travaillé mon business model, je suis passé du MVP au produit quasi fini à 100%, et quand je suis prêt à aller délivrer de la valeur, donc le vendre, et puis sur la valeur que j'ai délivrée, donc sur la preuve de vente, la preuve d'acceptation de mon produit par une cible, aller chercher beaucoup plus d'argent pour pouvoir passer de la petite entreprise qui est sur son marché local, régional, peu importe, à l'entreprise que j'ambitionne, c'est-à-dire, pourquoi pas, une entreprise caribéenne ou internationale. Un des moyens de le faire, c'est le crowdfunding. Ce sont ces plateformes qui permettent de mettre en avant ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé, son idée, son service, son projet, et d'avoir déjà ses premiers clients. Et ce qui est intéressant avec ce genre de financement-là, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est que vous vendez déjà votre produit, mais il y a une espèce de relation de confiance et de séduction qui est que vous allez mettre un produit en crowdfunding, par exemple la chaise qui est là, et vous allez dire aux gens, voilà, cette chaise, je vous permets de l'acheter à un prix réduit. En revanche, vous allez être livré que lorsque j'aurai fini de la produire. Donc, d'un côté, il y a une garantie apportée de la faisabilité, de la qualité du produit. De l'autre, il y a une confiance assez forte dans ce produit, dans le discours, pour acheter quelque chose qui, a priori, arrivera quelques semaines, quelques mois, pas quelques années, mais quelques semaines, quelques mois après, mais avec une acceptation de l'erreur, de la marge d'erreur, beaucoup plus importante que dans un cycle de vente classique. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a vendu ces premiers produits, que ce soit des services, des biens ou ces premiers principes, une fois qu'on sait qu'on a quelque chose qui tient la route, qui fonctionne, et porté par l'ambition que l'on a de gagner plus d'argent et puis souvent de s'épandre sur plus de pays, on va scaler. On va encore monter en accélération et, encore une fois, pas forcément comme l'économie traditionnelle qui attendrait d'avoir un nombre suffisant de clients pour aller chercher soit un financement bancaire ou soit sur des fonds propres pour financer une expansion, mais en allant faire cette fameuse levée de fonds. Quand on est né à cette étape-là, on peut intégrer des organisations, on peut intégrer des vaisseaux beaucoup plus larges que ce qu'on a connu auparavant, avec l'incubateur par exemple. On peut rejoindre en France la French Tech, qui est en fait un vaisseau public qui permet à plusieurs entreprises de se mettre en commun, parfois sur un thème similaire ou parfois pas du tout, pour aller accélérer, pour atteindre des sommets beaucoup plus rapidement. Et donc, on accélère son business dans un autre espace que l'incubateur, qui s'appelle l'accélérateur. Pour le coup, ça semble assez évident. Et c'est cet endroit où j'apprendrai plus tout à fait les mêmes choses. J'apprendrai à vendre plus, à plus de monde. J'aurai un niveau de contact qui sera encore plus intéressant. Par exemple, si je suis dans un accélérateur régional, c'est l'endroit où je peux avoir des contacts pour aller vendre mon produit en Chine, en Indonésie ou peu importe. Donc c'est vraiment un autre espace de vie où j'arrive avec une autre maturité d'entreprise pour aller chercher non pas les premières ventes, mais celles d'après. Et donc, si on refait le schéma, on part de cette love money, et puis au milieu, on est dans les premiers prêts bancaires. Alors, la banque n'est pas totalement extérieure au monde de la start-up, hein. On peut aller faire un prêt bancaire. Simplement, ce n'est pas l'unique source de revenus. Donc la banque, les subventions aussi, parce que c'est une forme de revenu conséquente, enfin, qui peut l'être en tout cas. Et puis pour aller chercher le Graal en termes de revenus pour progresser plus vite, qui est la levée de fonds, qui peut prendre des formes diverses et variées, mais on en reparlera dans le détail lors de la table ronde. Donc on fait sa levée de fonds, donc on est confronté à des investisseurs. Ils peuvent prendre différentes formes, qui vont écouter, qui vont éplucher les premiers résultats de l'entreprise et qui vont dire « Ok, on est prêt à vous faire confiance, on est prêt à investir de l'argent, 200 000, 500 000, 1 million et X d'euros,
à concurrence de parts de votre entreprise. Mais cette concurrence, cette prise de participation dans l'entreprise, elle a une période qui s'appelle la sortie, enfin, au bout de laquelle on arrive en sortie, c'est-à-dire que je prends des parts de ton entreprise, je crois dans ton produit et tu vas créer de la valeur autour de ton entreprise, et dans 3 ans, 5 ans, je sors avec le pourcentage qui correspond à ce que j'ai investi, majoré du succès qu'aura eu ton produit. Donc c'est caricaturalement ce qu'est une levée de fonds, mais on en parlera avec les experts juste après. Et puis, quand on a fait sa levée de fonds, on est plutôt joyeux, pas parce qu'on a atteint un objectif qui est que l'entreprise peut s'arrêter, mais qu'au contraire, on aura eu des ressources suffisantes pour pouvoir continuer de travailler, accélérer, recruter du monde ou faire de la pub sur les réseaux sociaux pour toucher plus de clients potentiels. Et l'expansion, c'est donc cette équipe de 3-4 personnes dans une salle, dans un bureau, chez quelqu'un, qui deviennent beaucoup plus de monde. Parce que grâce à tout cet argent, grâce à tous ces efforts, grâce à cette expérimentation, on a constitué une équipe assez solide pour avoir un produit qui peut atteindre des sommets. Et en sortie, alors j'ai pris des exemples que je connais, mais évidemment, il y en a 10 000 autres. Lui, c'est Kevin Systrom, c'est le fondateur d'Instagram. Instagram a été racheté par Facebook. Il est resté chez Facebook pendant quelques années. Et par divergence d'opinion avec Zuckerberg, ou pour d'autres raisons, je pense que c'est un mélange des deux, bah, il est sorti. Il a complètement vendu Instagram à Facebook. Et aujourd'hui, il peut profiter de son argent, soit pour vivre, ou soit pour aller créer d'autres projets. Donc il en est définitivement sorti. Facebook et Mark Zuckerberg, c'est un choix différent. Zuckerberg a décidé de rester aux commandes de sa société, même si on lui a proposé de la racheter. Bien lui en a pris, puisqu'elle a le succès qu'on connaît. Et donc, c'est une autre solution de sortie, c'est en fait de ne pas sortir et de rester aux commandes de son entreprise, même si on n'est plus à 100%, mais peut-être à 30, 25%, de posséder la société. Et puis, on peut aussi se faire racheter. Là, c'est l'exemple de Litchi, qui est venu disrupter la cagnotte en ligne et qui a été racheté par ce qui pourrait être un concurrent, par le Crédit Mutuel, qui s'est juste dit, ben voilà, on a essayé de le faire, on ne savait pas le faire. Il y a une entreprise agile et forte dans ce domaine-là qui sait le faire, donc on va racheter cette entreprise. Et donc, les équipes de Litchi ont été rachetées par le Crédit Mutuel, mais continuent pour la plupart d'y travailler. En résumé, on part de l'idée, étape 0, pour aller, donc financement par les fondateurs, créer un concept, etc., pour aller dans la création et sortir le premier prototype. Ensuite, on amorce, on s'endette, on emprunte, financement public, on teste la première version sur le marché. Une fois qu'on a commencé à vendre et à progresser, on scale avec des levées de fonds pour obtenir un chiffre d'affaires significatif. Et enfin, on est dans l'expansion et on va chercher le Graal, qui est la rentabilité maximale potentielle de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si j'étais trop rapide ou trop long, mais l'idée, c'était simplement de reposer un peu certaines bases sur une forme de cycle de vie de la startup et qu'on ait tous des éléments de langage pour pouvoir entendre et accueillir ce qui va être dit par les experts. Alors, mince. Les experts, je vais les présenter. Ils vont me rejoindre. Hop là. Hein ? Je t'ai dit que tu es venu trop tôt. Joël Singré, ici présent, mais qui se représentera, donc je cite simplement les noms, les prénoms. Johan Saint-Louis, que j'invite à nous rejoindre. Chantal Dagneau. Et Daniel Yerso, qu'on a vu tout à l'heure et qui sera avec nous par visioconférence. Alors je vous invite à les applaudir. Ils ont fait du chemin pour beaucoup. Du coup, on peut basculer sur la visio avec Daniel. Top. Alors, vous avez tous des micros ? Bon, rebonsoir à toutes et à tous. Je vais déjà vous laisser vous présenter parce que
Ce qu'il y a d'aussi intéressant que ce qu'ils ont à vous dire sur le sujet que je vais reposer tout à l'heure, c'est les parcours des personnes qui sont à côté de moi, qui sont impressionnants, qui sont de très grande valeur. Et on a la chance d'avoir à cette table ronde des personnes qui savent de quoi elles parlent et qui sont à même de parler de cette notion de perspective. Dans quoi on est exactement aujourd'hui, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on a pris du retard, sur quoi on pourrait être en avance. Et puis surtout, une fois qu'on a dit tout cela, que ce soit positif ou négatif, vers quoi on peut tendre. Est-ce qu'il y a une limite à notre potentiel? Est-ce que, d'ailleurs, il y a un potentiel? C'est ce dont il va être question. Je vais laisser la parole à Johan. Ah ben non, d'ailleurs à Chantal, puisque oui, galanterie, je suis galant. Et je vais laisser Chantal se présenter. Vous m'entendez? Merci en tout cas pour l'opportunité d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, de la part de Daniel qui m'a demandé de venir rejoindre cette table ronde. Donc bonsoir à tous. Effectivement, je m'appelle Chantal Lagneau, coprésidente du réseau Outre-mer Network, qui on aura l'occasion de parler sur ces notions d'innovation et technologie numérique. Et dans la vraie vie, je suis donc en charge de tout ce qui est de la communication institutionnelle et puis ingénierie de projet, financement, subvention, financement international. Donc oui, ce sont des sujets qui me touchent au quotidien. J'accompagne tant les startups, mais aussi les collectivités, former aussi certains élus pour vraiment comprendre tout ce que tu as pu évoquer tout à l'heure, cet enjeu, parce que ça reste le nerf de la guerre dans le milieu de l'entreprise. Donc voilà. Donc moi, je suis Joël Singret et je me sens bien parce que je suis moins seul. Donc dans la vraie vie, comme dit Chantal, je suis moi un spécialiste de l'accompagnement des entreprises puisque je fais ça depuis le XXe siècle, 1992. Voilà. Aujourd'hui, je suis directeur d'une structure qui s'appelle Arts et Métiers Accélération et qui a pour particularité, qui est hébergée à Station F, à Startup Nation, comme j'ai coutume de le dire, à Paris, dans le 13e arrondissement, 3000 start-upers. Voilà. Et cette société a pour particularité d'accompagner des startups qui ont fabriqué des produits, donc qui ont fait un prototype, comme tu disais, et qui cherchent à atteindre un effet d'échelle en essayant d'industrialiser leurs solutions. Et on leur propose un accompagnement sur 3 axes. Un, de valider la faisabilité industrielle du produit. Deuxièmement, on travaille avec eux sur la stratégie de développement patrimonial, donc financement et gouvernance. Et troisièmement, on travaille avec eux sur la stratégie de développement commercial. Voilà, je fais ça depuis moins d'1 an. On lance la société, c'est une start-up privée, sachant qu'avant ça, pendant 25 ans, j'ai accompagné des startups à la Chambre de commerce de Paris, où j'ai créé les services d'accueil, de conseil à la création, à la transmission, une école d'entrepreneuriat et un incubateur qui a accompagné 600 entreprises, donc pas mal, qui ont vécu le rêve américain. Bonsoir à tous, donc Yohann Saint-Louis, je suis donc cofondateur de Carfully, qui est une plateforme qui existe depuis 2012 et qui permet à des particuliers et des professionnels de louer leurs véhicules à des voyageurs, donc de répondre à la problématique de pas de voiture en haute saison, pénurie de véhicules, etc. Donc on a répondu à ce besoin et on a développé la société depuis bientôt 7 ans. Et je suis accessoirement président de Martinique Tech, qui est une association qui aide à essayer de créer en fait des succès digitaux en Martinique. On aura l'occasion de revenir dessus, notamment via des événements comme I'm the Startup Boss. Voilà, on met un focus un peu sur la cible étudiante, qui sont un peu les entrepreneurs et les forces vives de demain. Voilà. Yes. Daniel? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais, super. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, même à distance. Donc, je vous prie de m'excuser, puisqu'effectivement, j'étais censé être sur place, mais j'ai une grosse signature de contrat demain matin, et donc voilà, c'est arrivé un peu rapidement. Mais comme on ne cesse de le répéter sur le spot chez nous et sur les startups qu'on accélère,
On a une phrase célèbre, c'est combien tu as facturé à la fin de la semaine. Donc effectivement, on est la martingale des entrepreneurs. C'est aussi de faire du chiffre, parce que c'est comme ça qu'on avance ou qu'on crève. Je m'appelle Daniel Yerso, je suis le cofondateur du réseau Outre-mer Network, que certains d'entre vous connaissent peut-être un petit peu. C'est un réseau comme il y a des centaines et des milliers de réseaux d'entrepreneurs. Notre positionnement est bien sûr la mise en réseau et l'accompagnement ou la mise en visibilité des entrepreneurs originaires d'outre-mer dans un sens très très large, puisque on a commencé par l'outre-mer français et puis maintenant, depuis 4-5 ans, on ouvre à chaque fois un territoire, notamment en Afrique, plutôt Afrique subsaharienne. On est aussi présent à l'international et nous sommes aujourd'hui, aux côtés de Joël Singré, l'un des 30 programmes de la station F. Super. Tout le monde a été présenté, donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Ma première question sera pour Johan, parce que ce que je voudrais comprendre et ce sur quoi je voudrais qu'on parle tout de suite, c'est de ton expérience Carfully, mais également de présidence de Martinique Tech. L'idée, c'est pas de dresser un état des lieux du milieu des startups aujourd'hui en Martinique, mais d'avoir ton ressenti sur est-ce qu'on est dans un univers propice, est-ce qu'il manque énormément de choses, ou est-ce que le potentiel est là et il n'y a plus qu'à, et il manque pas finalement pas tant de choses pour pouvoir exploser, sortir plus de Carfully qu'il y en a aujourd'hui. Alors, oui, on est dans un univers propice parce que je pense qu'on est dans des territoires où il y a pas mal de problèmes, oui, et du coup pas mal d'opportunités. Il y a des modèles économiques qui ont montré effectivement aujourd'hui qui arrivent au bout. Donc on a besoin aussi d'innover, de chercher des nouvelles choses. On est dans des économies où pendant très longtemps on a copié-collé. Il y a un nombre incalculable de franchises, de concepts qu'on prend, de métropoles qu'on vient coller ici, etc. Et il y a très peu de place pour des innovations, des choses qui sont parties vraiment de la Martinique et qui vont rayonner effectivement par là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il suffit de... L'important, c'est comment on les adresse, ces problèmes. Comment on les adresse, qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on manque, je dirais cruellement, non seulement de culture digitale, mais surtout de culture entrepreneuriale en local. C'est-à-dire que le fameux Ibon Consa, on rencontre beaucoup de personnes qui ont un petit business, ça fonctionne. À partir du moment où on a pu s'acheter une maison, acheter une voiture, bon, ça tourne, c'est là, c'est comme ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui veulent innover, qui ont des projets, qui font des choses, etc., mais qui n'ont pas forcément les outils pour le faire. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit s'améliorer. Le financement, c'est compliqué. On n'a pas forcément la culture. Enfin, alors, on prête, effectivement, on fait des choses, mais voilà, c'est compliqué. C'est vraiment le parcours du combattant. Moi, ce que je retiens de l'aventure Carfully, c'est que voilà, c'est compliqué parce que déjà que sortir une start-up et de partir vraiment de... C'est un business model que tu connais pas, tu tâtonnes, tu essayes de lancer quelque chose qui n'existe pas. Tu n'avais rien à voir avec le monde de l'automobile, et c'est le principe de la plupart des startups. C'est que tu as eu un problème un jour, et puis d'ailleurs, tu le sais, j'adore l'histoire de ta société qui répondait à un problème d'une personne à partir de fichiers, une offre et une demande. On essaie de bricoler quelque chose, et puis ça répond à plus de besoins qu'on ne le pensait, et puis là, on monte l'entreprise. Donc, ce n'était pas ton cœur métier. Tu as saisi cette opportunité, puis tu as grandi avec ton idée. C'est vraiment ça en fait. Moi j'étais en agence conseil avant, j'ai bossé dans le crédit, j'ai bossé dans plein de choses, mais la location de voiture, j'y connaissais rien et c'est de plus en plus que je commence à être dedans. Mais c'est vrai qu'on a adressé un problème et on a appliqué vraiment toute la méthodologie. On a lancé avec 100 €, 2 ordinateurs à l'époque, on a vraiment tâtonné, on est passé par tous les stades. Et c'est vrai que quand tu vois les concurrents, les autres que tu peux avoir, comme les Drivey, les Wicar, etc., on est sur des échelles qui ne sont pas les mêmes en fait, et sur des écosystèmes qui sont déjà beaucoup plus matures avec plein de choses effectivement. Et c'est vrai que nous, on a l'impression d'avoir la double peine, c'est-à-dire d'être sur un petit territoire où tu es obligé de faire beaucoup avec pas beaucoup, parce que effectivement, pour en avoir discuté par exemple avec Paulin de Menton, le fondateur de Drivey, il me dit on est confronté plus rapidement, nous, à certaines problématiques qu'ils voient, eux, bien après. C'est-à-dire que quand on prend ne serait-ce que la région parisienne, le bassin de population fait que ne serait-ce que les early adopters te permettent déjà de vivre
quasi confortablement quand tu as ne serait-ce que 1%, 2%. Quand tu rapportes ça à l'échelle ici, tu es déjà obligé. Donc l'effort qu'on a dû faire pour aller en centre commercial, aller voir les gens, demander, faire des choses, eux, ne serait-ce que la pub Facebook qu'ils ont pu faire en n'étant pas forcément proches de leurs clients au début, a fait qu'ils ont eu un succès et quelque chose qui a fait que les premiers investissements sont venus, etc. etc. D'autant que ce qui est très particulier dans ton cas, c'est que tu te retrouves avec plus de demandes que d'offres, parce que le plus dur à convaincre ici, c'est le Martiniquais de lâcher sa sacro-sainte voiture, son carrosse, son SUV à X dizaines de milliers d'euros et d'en tirer profit. Je vais passer la parole à Chantal parce qu'on a une conversation, on s'est rencontrés ce midi et tout ce que tu viens de dire fait résonance à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pour ça que j'avais commencé à prendre le micro, parce que je bouillais effectivement. Je partage complètement l'analyse que tu mènes. Mais spontanément, j'ai presque envie de dire que justement, les caractères un peu d'insularité ou les spécificités dans les Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, et effectivement, avec Outre-mer Network, on est présent sur tous ces territoires, donc on voit bien ces problématiques-là. Mais en même temps, sur le marché, quand on voit le niveau d'exigence qui est demandé justement, quand on veut obtenir du financement, la première chose que l'on regarde, c'est non pas toutes les difficultés que vous avez eues, mais votre niveau d'excellence. Et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur l'insularité, paradoxalement, ce sont des opportunités pour être encore plus affinés sur le marché, parce que l'effort que vous avez mené pour arriver jusqu'au minimum requis fait qu'en réalité, à situation égale, vous êtes même meilleur finalement. Et ça, il faut savoir aussi en prendre conscience et non pas le subir, mais en faire une force pour pouvoir le transformer. Et dans les argumentaires que vous pouvez avoir au niveau des financeurs, quand on a pris conscience de ça, on est d'autant plus convaincant, justement. Et il faut en faire une force parce que c'est une réalité, c'est incontournable. Et savoir qu'au contraire, dans l'endurance, vous avez un avantage parce que justement, il y a des galères que vous avez connues que certains n'ont pas connues. N'ont pas encore et ça, c'est une vraie force quand on sait l'avancer. Compléter, en revanche, par un accompagnement effectivement un peu plus présent sur l'ensemble de la supply chain, comme on disait. Le vrai problème, c'est la rupture, effectivement. Alors, on va reparler de l'accompagnement et des infrastructures. Et puis, on a ici une jeune entreprise d'1 an qui se crée sur l'accompagnement et la structuration des projets de start-up. Mais je vais passer la parole à Daniel, s'il veut bien, parce que dans cette prise de conscience des contraintes qui amènent à être plus fort, et finalement d'aller chercher des financements qui ne nous étaient pas forcément dédiés. Daniel, j'aimerais que tu nous inspires sur des territoires ressemblants où, selon toi, cette prise de conscience a été plus forte. Des boîtes des startups comme Carfully en Martinique, il y en a extrêmement peu. On est dans un contexte qui ressemble à des territoires que tu as rencontrés, où il y a plus de Carfully, de start-up à taille de Carfully, voire plus grande. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela ? Est-ce que c'est une prise de conscience ? Est-ce que c'est des infrastructures qui sont d'emblée plus importantes ? Parle-nous un peu des autres territoires d'outre-mer, par exemple, qui nous ressemblent, mais même plus largement de ce que tu rencontres dans ton quotidien avec Outre-mer Network. Oui, ça fait 9 ans qu'on bat le pavé, qu'on a fait beaucoup de mises en réseau, et on a l'impression de voir toujours à peu près les mêmes schémas. J'ai connu Johan, il était porteur de projet. Et donc, des gens qui sont en post-amorçage ou qui font les premières levées, on connaît beaucoup. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des écosystèmes qui sont plus ou moins matures. C'est dû à beaucoup de choses. La structuration des professionnels, la vision des politiques, les infrastructures, parce que c'est quand même plus sympa de bosser quand vous avez la fibre de qualité quand vous êtes en zone blanche constante. C'est vrai qu'à La Réunion, par exemple, il y a un écosystème plus mature. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent, qu'ils battent le pavé, et on est bien hors opérateur, parce que je fais toujours très attention quand on parle de PIB sur la filière numérique. Hors opérateur, on est quand même sur des tendances, alors officiellement à un peu plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc forcément, on a à la fois une épaisseur de l'écosystème et on a surtout des gens pour qui la réussite, c'est pas
C'est pas d'avoir réussi localement, c'est des gens qui ont des problématiques locales, qui très vite, en plus, vont se confronter à l'international parce que leur business model, non seulement est scalable, mais correspond à une vraie problématique internationale ou mondiale. Et très vite, en fait, font ce qu'a réussi à faire des belles individualités, notamment en Martinique comme José, c'est-à-dire qu'ils arrivent à rester dans leur région d'origine et facturer dans leur région d'origine, mais très vite, ils déploient des activités commerciales ailleurs. Je prends un exemple qu'on a dans le réseau, mais Oskadi, par exemple, le premier échographe portable sous licence Apple au monde, c'est un mec qui est de la famille qui loge à Mafat, donc qui est très éloigné à La Réunion. Et c'est un mec qui décide, parce qu'il connaît un peu ce métier-là, de s'attaquer à la problématique de la e-santé. Mais il ne décide pas simplement de rester un champion à La Réunion, c'est un mec que je crois au TechCrunch de Londres. Et donc voilà, il y a des écosystèmes comme ça que vous retrouvez extrêmement régulièrement, soit dans les conférences, soit dans les forums professionnels, soit, tu as parlé de la French Tech tout à l'heure, dans les rencontres French Tech internationales. Et très souvent, on retrouve les mêmes territoires. Donc La Réunion est effectivement un gros écosystème. Nous, sur Station F, c'est simple. Au départ, déjà, c'est la première région qui a signé avec nous. Et très régulièrement, enfin, on est assaillis. On travaille énormément avec eux. C'est pas pour rien que ça a été le seul territoire d'outre-mer à avoir le label French Tech. On a bossé pendant 2 ans avec eux. Donc, il y a une épaisseur de l'écosystème et en même temps, ils ont quand même, du coup, ça crée quelques dizaines ou vingtaines de champions qui scalent, qui dépassent très rapidement le million d'euros de chiffre d'affaires et qui ensuite se déploient. Il y a ensuite des territoires où c'est beaucoup plus naissant. C'est le cas en Guyane, c'est le cas, même ce que je vois en Polynésie en ce moment, où c'est très intéressant parce que la Polynésie, ils sont, j'ai envie de dire, bien plus, en termes d'écosystème, bien plus petits que la Martinique. Et pourtant, la dernière fois, on faisait une comparaison entre Grégory, qui donc distribue l'école Algora en Martinique, et Olivier Guérard, qui ont commencé exactement en même temps. Olivier a déjà monté toute sa structure, ce Digital Street Art, a déjà monté lui-même à titre personnel, a déjà pris des locaux, a mis en place un Fab Lab, etc. Je ne suis pas sûr qu'en Martinique, ça aille ou ça puisse aller à la même vitesse. Et donc, on a des écosystèmes où on a des typologies d'entrepreneurs qui agissent beaucoup plus vite, qui arrivent à travailler avec des écosystèmes à l'international. Par exemple, quand on voit la vision du Digital Festival Tahiti, c'est très intéressant. C'est des gens qui sont allés chercher de l'expertise à l'extérieur pour inspirer leurs petits entrepreneurs qui sont vraiment en phase d'éclosion. Là, on est sur, il n'y a qu'un seul incubateur, ça s'appelle FRIS. Ils sont en phase d'éclosion, mais tout de suite, ils vont chercher 2 ou 3 sujets très, très intéressants. La Guyane, c'est pareil. Le président de Guyane Tech, Mobapi, c'est quelqu'un qui, sur nos concours Innovation Outre-mer, a trouvé des clients, donc en l'occurrence EDF, qui a trouvé un partenariat avec en Martinique Franz Bader de Green Technology. Et donc, on a des gens qui sont sur des verticaux très précis. Moi, je trouve que l'Outre-mer a vraiment une grosse valeur ajoutée sur Smart Green, énergie, partage d'énergie. Et là-dessus, il y a des gens qui savent trouver des flèches. Sur les fintech, tout le monde part du compte nickel. Peu de gens savent que l'histoire du compte nickel commence aussi en Guadeloupe. Et donc, je crois qu'il y a des choses très pertinentes sur l'agritech, par exemple. On est en train d'accompagner un jeune MyDitech, Sébastien Luissin. Voilà, il y a des gens qui savent prendre des verticaux et pousser à fond en disant, c'est pour ça que nous, on est arrivé en Afrique, en disant, OK, je vais partir de mon POC en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, etc. Mais tout de suite, j'ai conscience que mon marché est trop petit et très vite, il faut que je parte. Okay. Et ça, il y a des territoires qui le concrétisent, enfin qui en ont la vision, et il y en a d'autres qui le concrétisent beaucoup plus vite. Ça part d'individualité, mais aussi ça part de grappe. Et donc c'est pour ça que, oui, il faut des clusters, oui, il faut des groupements d'entrepreneurs dynamiques, oui, il faut bosser avec Business France là-dessus énormément.
mais c'est marrant de constater depuis quelques années que c'est toujours les mêmes profils d'entrepreneurs qu'on croise à l'international, j'insiste là-dessus. Alors, il y a plein de choses intéressantes que tu as citées, que tu as dit. Moi, il y a deux choses qui me marquent. C'est cette notion de culture que tu essaies d'insuffler avec ITSB, avec beaucoup de tes actions chez Martinique Tech, mais visiblement, c'est pas suffisant. La culture n'est pas assez largement partagée, n'est pas assez diffusée chez tous les potentiels entrepreneurs ou tous les start-upers existants. Et puis, il y a cette notion de regroupement, Daniel, tu as conclu par ça en parlant de cluster, etc. Il y a beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de discussions historiquement sur la forme que devaient prendre ces regroupements. La CTM, la région ici, est aujourd'hui très très active pour aller dans ce sens-là, et sans faire aucune politique. On sent je dirais même plus le frémissement, mais peut-être bientôt l'aboutissement de quelque chose de renforcé, parce que les histoires qu'on entend sont des histoires souvent solitaires. L'idée, c'est que la taille de nos territoires, et c'est un peu ce qu'on s'est dit, nous oblige à travailler en équipe finalement, nous oblige à agresser. Pour être à TechCrunch, pour être à l'E3, pour être à tous les endroits où il faut être, pour rencontrer toutes les personnes qu'il faut rencontrer, si on doit ramener ça à l'échelle d'une seule personne, économiquement, c'est déjà compliqué. Et il faut à chaque fois plutôt raisonner en délégation. J'en reste là parce que ça déborde déjà sur la prospective. Et je voudrais te donner la parole, Joël, parce que toi, tu es sur de l'industrialisation, tu es sur plutôt du hardware, du concret. Du dur. Et qui amène encore un peu plus de complexité par rapport à ce qu'on vient de se dire, parce que quand on n'est plus dans le service, plus dans l'applicatif, mais qu'on doit rentrer dans l'émergence de solutions qu'on doit voir construites avant de venir te voir, si j'ai bien compris, cette notion de petite taille ou de petits moyens est encore plus dure à craquer. Comment tu fais si un Martiniquais vient te voir ta grippe là en sortie et te dit, voilà, j'ai un projet, il n'est que papier, mais je sens que ça peut être l'objet connecté de demain. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir travailler avec ton entreprise qui permet d'accélérer, ou est-ce que je suis contraint, moi, en tant qu'insulaire, de devoir me réaliser avant de venir te voir, par exemple? Je ne vais pas répondre à ta question comme ça. Je fais ce que tu veux. Je vais juste donner un exemple de la particularité des entreprises hardware, Ouais. et leur spécificité par rapport aux entreprises software. Parce que tu disais start-up. Voilà. Start-up aujourd'hui, on m'entend bien. Voilà. Start-up aujourd'hui, ça a quand même une très large connotation software. Voilà. Et dans l'imaginaire et le vocable des gens qui accompagnent ou qui vivent dans ce milieu-là, on parle, comme tu l'as décrit tout à l'heure, de lean startup, la possibilité de construire en faisant et de s'adapter, d'adapter son offre à l'évolution, enfin ce qu'on comprend de l'évolution de la demande. Ouais. Eh bien, dans le hardware, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Dis-nous tout. Puisqu'en fait, on fabrique un produit, je vais vous donner un exemple. Un cas général et puis ensuite un exemple. Donc les entrepreneurs hardware généralement fabriquent un produit et par la magie des sites de crowdfunding, ils ont la possibilité de faire des préventes qui leur permettent de financer le prototype fonctionnel et de commencer une commercialisation. Et l'argent qu'ils gagnent grâce à ce crowdfunding leur permet de partir dans une conception d'un premier produit, un premier prototype qui s'avérera, de leur point de vue, être un produit derrière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Gros problème. Quel problème? Gros problème que je vais illustrer par anecdote. Un gimmick. Ouais. Un gimmick dans le métier que je fais. Quand on voit un créateur d'entreprise qui a un marché grand public qui est fondé sur une innovation, au moment de sa création d'entreprise, on appelle ça le cocktail de la mort. Ok. Parce que
le marché grand public a un niveau d'exigence en matière de commercialisation qui est tel que ça nécessite un apprentissage qui est très fort et un investissement très important. Des millions d'euros. D'accord. L'innovation a cette particularité qu'elle nécessite un apprentissage du marché, donc un effort extrêmement grand pour pouvoir pacifier, faire comprendre, faire accepter du temps, de l'argent, des millions d'euros. Et la création d'entreprise rime avec recherche d'expertise par opposition à la nécessité du marché qui appelle la grande expertise. Donc, le problème du hardware se qualifie comme ça. Et le parcours traditionnel des entrepreneurs qui se lancent sur un produit ressemble assez à ça. On fait un Kickstarter, puisque c'est la plus grande plateforme. C'est la plus grande plateforme. Oui. On fait 30 000 ventes, 40 000 ventes, et on se dit on va partir. Et là, on s'aperçoit que quoi ? Eh ben, on ne peut pas adresser le marché grand public parce qu'on ne trouve pas les financements qui nous permettent de partir. Je comprends. Et les problématiques que l'on rencontre souvent lorsque des entrepreneurs hardware viennent nous voir, c'est ça. Alors, un exemple, un qui avait vendu sur un Kickstarter 30 000 produits, il était là, mais 30 000, énorme. France, États-Unis, Afrique, partout. Sur un dispositif d'impression laser. Il vient nous voir et me dit je vais industrialiser et puis je vais lever des fonds. Voilà. Je ne raconte pas l'histoire, mais très rapidement, on s'est aperçu que son marché grand public n'était pas un grand marché grand public, qu'il fallait aller sur un marché de la digitalisation de l'information, sur la gestion électronique de données, et que l'innovation qu'il pensait avoir en ayant fait juste un truc portable hyper léger et pratique à utiliser, se heurtait aux nécessités du marché, qui était que plutôt que d'être portable, il fallait plutôt être très bon sur la lecture de l'information captée par l'optique pour pouvoir la traduire directement en data. D'accord. Et au final, il avait 10 ans de retard parce qu'il s'est confronté à un marché qui était déjà structuré. Donc voilà, ça c'est les problèmes que l'on adresse lorsqu'on fait du hardware. La difficulté du hardware, elle passe déjà par là, c'est-à-dire fixer une innovation technologique dont on est pratiquement certain qu'on va pouvoir la financer parce qu'elle correspond à une vraie demande du marché. Vraie demande marché. D'accord. Premier. Deuxième problématique du hardware, c'est que, je l'ai oublié, donc ça c'est la première chose. Et deuxième problématique du hardware, c'est qu'il faut pouvoir s'incarner comme un patron d'industrie. Alors, les 3/4 des gens qui montent des boîtes hardware, ils sont amoureux de leurs produits. Ils font ça parce que c'est des inventeurs. Et quand on leur pose la question, mais est-ce que tu as compris que le métier que tu allais faire, c'était bâtir une stratégie commerciale, trouver des réseaux de distribution, gérer du service après-vente, gérer des usines de production, ça t'intéresse ça ? Ah ben non, moi je veux développer les produits. Donc là, il y a un gros travail à faire pour savoir si le gars qu'on a en face de nous, ou la fille, est appétent à ça et à cette vision-là. Voici la problématique que l'on rencontre lorsqu'on fait du hardware. Et la dernière problématique que je n'ai pas citée et qui me revient à l'instant, c'est qu'en fait, lorsque l'on met un produit sur le marché, on est tout de suite en concurrence avec des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, beaucoup plus connus. Qui peuvent copier très rapidement. Alors la copie, c'est le jeu naturel, mais ce n'est pas la question, c'est le jeu de la concurrence, en fait. Et la concurrence, c'est de la communication. La communication, c'est les millions d'euros qu'il faut être capable d'investir et des prix qu'il faut être capable de gérer à la baisse et assez rapidement. Donc, en fait, c'est quelque chose de très, très complexe et très délicat. Et c'est un peu le combat qu'ont ces petits agriculteurs qui veulent vendre plus et qui vont passer dans le rouleau compresseur de la GMS et qui sortent du romantisme de leur production pour entrer dans une dureté de distribution massive. Voilà, on est d'accord. Donc, pour répondre à ta question, si quelqu'un vient me voir... Réponds à ma question parce que tu auras peut-être quelqu'un qui viendra te voir. Oui, bien sûr. Qui vient me voir en me disant, tiens, j'ai un produit, on veut accélérer. Je lui dis, à condition que l'on soit, nous, capables, nous, accélérateurs, de t'aider à trouver des terrains d'expérimentation dans des grands groupes. D'accord. Pour que tu puisses faire tes armes, financer la partie qu'il te reste à développer et ensuite passer sur... un accompagnement industriel. Alors, c'est une parfaite transition parce que pour finir cette partie perspective, il y a deux choses qui m'intéressent. La première, c'est de parler de
ces lieux. On parle d'incubateurs, d'accélérateurs. J'en ai un peu parlé en préambule. C'est des lieux qui sont nécessaires à la construction de quelque chose. L'idée, c'est d'en parler, de voir si au niveau local, puisqu'on parle de la Martinique, ces lieux existent, est-ce qu'ils sont suffisants? Donc là, je vais vous laisser la parole. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante dans ce que tu as dit, c'est quelqu'un a une idée, est-ce qu'on est capable de la rentrer dans un réseau qui va nous permettre de l'expérimenter? Moi, ça me fait me poser la question, on en parle souvent avec Johan, de l'implication de l'économie traditionnelle et des entreprises traditionnelles qui peuvent être des territoires d'expression, qui peuvent être des territoires d'expérimentation et qui peuvent être des futurs clients à l'échelle locale et face à l'écosystème dont on est en train de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on est dans une guerre start-up d'un côté, entreprise traditionnelle de l'autre? Je parle en Martinique. Est-ce qu'on est dans une ignorance de l'un versus l'autre? Il y a eu dernièrement un événement intéressant qui s'appelle Big Up for Startup, que vous connaissez sans doute, et qui est moi je suis grande entreprise traditionnelle et je vais aller chercher de l'innovation et de l'idée sur des entreprises ou des potentialités d'entreprises beaucoup plus agiles. Donc il y a ces deux sujets sur lesquels dont on va parler et qui vont nous permettre de clôturer cette partie perspective pour entrer dans la prospective. C'est les lieux, existent-ils, sont-ils suffisants et quel type de lieu il nous faudrait? Et deuxièmement, quid de l'économie traditionnelle en local? Est-ce qu'elle joue son rôle? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Johan, je vais te passer la parole pour parler, tu pourrais parler des deux, d'ailleurs on va parler des deux, mais tout d'abord des lieux. On parle d'incubateurs, d'accélérateurs. Je sais que Martinique Tech vient de se doter d'un outil qui est un lieu. C'est très très récent, tu vas nous en parler. Pour toi, est-ce que dans ce cycle que j'ai présenté en préambule, on a aujourd'hui les armes nécessaires pour permettre que se concrétisent les rêves start-up dont Daniel a parlé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, en local, je dirais clairement non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si demain un porteur de projet, et on en a plein qui viennent nous voir, etc., à partir du moment où, dans la phase où tu construis ton business model, tu dois vraiment avoir quelqu'un qui te challenge tous les jours, etc., il y a deux choses. Il y a l'expérience et l'expertise de cette personne et un peu la légitimité qu'elle va avoir. Très souvent, ce sont des gens qui ont déjà fait, qui ont déjà une légitimité, qui ont déjà essuyé des plâtres, qui ont déjà souvent réussi et qui sont en capacité de transmettre, ou des gens qui ont été formés dans certains écosystèmes, etc. Aujourd'hui, force est de constater qu'on en a très peu. On a des gens qui sont des bons opérationnels, qui aident, qui connaissent les rouages, je dirais, classiques de la comptabilité, de la gestion, des RH, etc. Mais pas quelqu'un qui va pouvoir te démonter ton business model, comme par exemple, je peux me faire démonter quand je vais dans mon fonds d'investissement où le mec passe dans le truc, tu fais une demi-heure avec lui, tu ressors de là parce qu'il t'a challengé, pourquoi, comment, etc., te mettre en relation. On n'a pas ça ici. Et à partir du moment où on n'a pas ça, les mecs, on ne peut pas les avoir. Et nous, quand on a fait le premier ITSB, on pensait justement accompagner les porteurs de projets sur l'année en essayant vraiment de le faire. Mais aujourd'hui, on peut faire une transmission. Je peux, moi, donner un retour d'expérience à certains, mais je ne peux pas aujourd'hui dire je vais, parce que je n'ai pas le temps déjà, et deux, parce que je n'ai pas la légitimité. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve, nous, chefs d'entreprise en local, à devoir faire les deux. C'est-à-dire à la fois devenir un peu mentor et prendre sur notre temps libre pour pouvoir le faire, et se sentir un peu le cul entre deux chaises parce qu'on n'a pas la légitimité de le faire. Donc je le fais avec toute humilité en disant moi j'ai déjà fait ça et je te conseille parce que moi j'ai vécu ça et je peux te mettre en relation avec un tel et un tel, mais il manque vraiment cette chose-là. Donc on l'a lancé cette année, on a créé en fait des rendez-vous, on suit 3 lauréats de l'ITSB, on va essayer de les accompagner sur 12 mois en reprenant vraiment avec eux parce qu'ils ont fait 3 jours, donc après on repart de la base, business model Canva, MVP, etc. On a par exemple, pour faire la transition, Orange, qui est partenaire Martinique Tech, qui nous dit à certains moments, on peut vous ouvrir des boutiques pour qu'ils aillent confronter leur idée à des vrais clients, etc. Un peu comme ce que Station F fait avec le fameux couloir où on peut venir mettre sa table et rencontrer des gens qui passent dans la rue. Tout ce genre de choses, on essaye de le mettre en place. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Daniel sur le fait qu'on ne soit pas encore dans la capacité d'aller à l'international, de se projeter, etc. Mais
je veux juste modérer parce que je dis juste qu'à un moment donné, ici, on va avoir des gens qui vont aller à l'international, des gens qui vont avoir des concepts d'entreprise qui vont pouvoir s'industrialiser, lever des millions et s'externaliser et partir dans le monde. Et puis, on a aussi des boîtes qui vont être des succès, mais des succès plus ou moins locaux ou régionaux. D'accord. Parce que demain, effectivement, on a plein de boîtes en local qui ne sortent pas de la Martinique, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont pas mal d'employés, qui ont pas mal de choses. Et pourquoi pas demain, effectivement, moi je serais très fier demain d'avoir, effectivement, parce que c'est beaucoup d'entreprises comme ça. Il y a beaucoup d'entreprises dans des régions, beaucoup de startups dans des régions qui ne sont pas sur 15 territoires, qui n'ont pas effectivement des choses, mais qui arrivent à créer des emplois, qui arrivent à durer économiquement. Il y a toute une logique du slow business aujourd'hui où on dit, OK, c'est pas tout le temps que tu dois. Il y a un super bouquin qui s'appelle Rework où effectivement, quand on lit, on voit que les mecs disent oui, mais est-ce que déjà tu es obligé d'aller lever des fonds? Est-ce que la logique n'est pas de lever, de monter ta boîte, d'y aller step by step, d'atteindre la rentabilité? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes concurrents, quand je vois Drivey qui a levé 47 millions, qui est toujours pas rentable, un autre qui a levé, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que si on prend les trucs step by step et 7 ans après, effectivement, tu fais pas 2 millions d'euros, mais tu as des emplois, tu payes tes impôts, tu fais des bénéfices et tu as effectivement une boîte qui est stable, tu es peut-être parti de rien, tu crées des emplois, tu vis dans l'écosystème, tu as peut-être disrupté un business model qui existait et c'est peut-être pas plus mal qu'un autre. Et il faut les deux. Il faut des boîtes qui vont rester en région, il y a des boîtes qui vont aller s'internationaliser ou se nationaliser, entre guillemets. Il faut savoir adresser les deux. Mais elle nécessite le même niveau d'accompagnement au début. Il y en a peut-être une qui va exploser rapidement parce que l'idée va être worldwide et que tu vas aller vite. Ouais. Et puis une autre qui va y aller step by step, qui va peut-être s'accoler à une entreprise, lui dire tiens, moi je peux raccoler. Et ça aussi, on ne le fait pas bien. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent se dire, moi sur Carrefourly, j'étais obligé d'aller chercher à développer des services parce que je me dis, mais à un moment donné, il n'y a personne qui vient me voir et on a fait des manifestations en disant on a telle problématique, un peu comme Airbnb, il y a eu BNB Sitter qui s'est monté. Ma gestion déléguée, j'ai des gens qui me disent, je ne veux pas gérer ma voiture. Tiens, prends-la, gère-la pour moi l'année. Il n'y a personne qui a été en capacité. On a accompagné des mecs, on a essayé d'eux. Au final, on l'a intégré dans notre boîte en disant on le prend. Alors que ça aurait pu être un formidable tremplin pour une start-up en disant je te file un bureau, je te mets chez moi, je te donne déjà des clients, je te donne des choses. Ouais, et c'est là où tu te rends compte que la maturité business et digitale, en fait, on ne l'a pas, même sur des gens qui. C'est cet écosystème profitable qui fait que Airbnb permet à Villaveo, qui devait être parmi nous ce soir, qui est en fait un gestionnaire de lieu Airbnb. Donc c'est une grande start-up, une entreprise qui crée des services. Et d'ailleurs, je vais prendre mon cas personnel. Sur une partie de l'activité, l'agence de pub, donc on vend de la visibilité sur Facebook. On accuse beaucoup Facebook de ne pas créer des emplois, blablabla. Google, c'est valable pour toutes les plateformes. Mais le nombre d'entreprises qui se sont créées avec comme business model l'analyse ou le lancement de campagne sur Google ou X membres du GAFA ou plus largement ces grandes entreprises de communication digitale, c'est assez dingue. Et ce que tu dis est très intéressant, mais je le garde pour la partie prospective, c'est de dire que ces 2, 3, 4 grosses entreprises start-up qui se créeraient demain n'auraient pas uniquement pour vocation quelque chose de très nombriliste et voire d'égoïste, de grossir, de devenir millionnaire et d'aller vers l'étranger, mais peut-être déjà sur notre territoire, déjà de créer une émulation, une espèce d'inspiration, et puis de créer des business additionnels qui viendraient s'y greffer. Chantal, il a été là question, encore une fois, de financement, de cette attitude rationnelle par rapport au financement et par rapport finalement à... C'est une vraie forme d'humilité que de se dire ma boîte, elle a un potentiel. Je pensais avoir créé une start-up sans plafond. Il se trouve qu'elle en a un. Il est à 1,5 million. Je suis à 1 million, donc il me reste 500 000 à aller chercher. Et si c'était là, soit la fin de l'histoire, soit le début d'une histoire qui est que je suis chef d'entreprise et que peut-être, oui, un jour, je vais répliquer le modèle si un marché le permet. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour répondre à ta question, j'ai envie de rebondir sur ce que Kevin a dit, qui est très pertinente d'ailleurs, c'est sur cet enjeu de des fois accepter, parce que alors moi, pour le coup, qui rédige effectivement les fameux dossiers pour aller chercher de l'argent, en étant de l'autre côté, on s'aperçoit quand même souvent, et alors c'est l'écosystème qui le veut, hein, on veut que les boîtes soient rapidement, très vite innovantes et qu'elles scalent très rapidement pour aller chercher de l'argent, mais des fois, on finit par juste un tout petit peu oublier qu'il y a des étapes, il y a des phases, et que des fois, c'est pas très grave non plus de prendre le temps de bien stabiliser son marché, de bien vendre son produit et de clairement identifier l'innovation.
Parce que souvent, à vouloir aller trop vite, on vient souvent me voir en me demandant il me manque 500 000, j'ai déjà levé 1 million, donc vite, déposez-moi le FEDER, déposez-moi Horizon 2020 et ça va aller. Et en fait, on se rend compte pour le coup, quand on les accompagne réellement et on sait comment ça marche, on est obligé de remonter à Il était une fois et on s'aperçoit qu'il y a quand même encore quelques étapes qui n'ont pas été vraiment franchies. Et des fois, on a le sentiment d'avoir tiré, comme faire pousser une plante plus vite qu'elle n'avait vraiment besoin de le faire. Et ça, il faut aussi l'accepter. Dans un monde très compétitif, dans un monde aussi où l'innovation vise vraiment l'excellence. Et c'est là où c'est effectivement avec Outremer Network qu'on a aussi cette capacité de pouvoir identifier, focaliser sur les vraies pépites qui peuvent accélérer très rapidement, tout en étant en mesure de continuer quand même à accompagner, à aider à maturer les autres pour leur permettre d'être on time sur leur market, effectivement, et venir nous solliciter au bon moment. Quand ils sont prêts également, et non pas juste, tiens, parce que des fois, moi, j'ai des projets qui paraissent très bien, et je leur dis, mais attendez, je vous mets 1 million sur la table, vous en faites quoi? Quand vous avez les réponses, vous vous dites, en fait, c'est pas l'argent. Donc, le financement, on verra plus tard. Et ça, il faut aussi l'accepter. D'accord. Pour rester dans la deuxième partie de mon interrogation qui clôturera ces perspectives qu'on est en train de faire, je parlais des entreprises traditionnelles. J'aimerais bien, Daniel, avoir ton expérience, ta culture de ces deux mondes qui se confrontent, entreprises traditionnelles et start-up, et puis qu'ensuite on puisse faire cet état des lieux. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça existe? Dans ce que tu as pu voir, d'une expérience ultramarine ou pas, comment les deux mondes coexistent et est-ce qu'il y a nécessité à ce que l'un puisse disrupter l'autre ou financer l'autre? Bon, c'est toujours un vieux débat. La dernière fois, on était avec les directeurs innovation des entrepreneurs du CAC 40 qui étaient saoulés de cette start-up mania et qui rigolaient beaucoup du phénomène au CES de Las Vegas, du buzz qu'on fait autour des startups, puisqu'il faut les grands groupes aussi innovent beaucoup en interne. Donc la question, c'est bon, il y a des gens qui arrivent à pousser très très vite. Alors c'est pas dans l'ADN français, j'ai l'impression, parce que même des boîtes qui arrivent à scaler extrêmement rapidement, finalement à la fin elles retombent toujours dans l'escarcelle de certains grands groupes. Donc on n'est pas du tout dans un modèle anglo-saxon. Mais ce que nous, on a l'habitude de voir, et chez nos adhérents, y compris qui commencent petits, c'est qu'ils sont tellement pointus sur leur secteur d'activité que même confrontés à des grands comptes, tout de suite, ça match. Et forcément, ça match en poisson pilote. Alors, je vais donner des exemples précis parce que, bon, sinon, ça ne veut rien dire. On a rencontré chez nous un jeune entrepreneur à l'époque qui s'appelait Laurent Blériot de Bual-Gostral. Il travaillait sur la problématique des microalgues. Bon, très vite, il a poussé son écosystème extrêmement rapidement. C'est des gens de Veolia qui sont venus le voir. Il a commencé à contractualiser sur des problématiques d'épuration des eaux usées, par exemple. Et puis derrière, très vite, il a été obligé d'y ajouter de l'IoT. Voici comment un mec qui aurait pu très bien rester sur un marché purement réunionnais s'est confronté, non pas pour disrupter sur des problèmes qui sont extrêmement lourds, mais comment il est venu en poisson pilote sur des questions à l'international qui peuvent optimiser, par exemple, la production ou le traitement des eaux usées d'un grand groupe. Tout le monde connaît Gaël Musquet ici autour de la table, je suppose. Oui. Gaël, moi, c'est le seul mec que je connais. C'est pas demain qu'il va aller disrupter la question de la cybersécurité dans les bagnoles. Pourtant, c'est le seul ultramarin que je connaisse et l'un des rares Français, voire Européens que je connaisse, à qui Tesla fournit une bagnole chaque année pour faire des tests. Et bientôt, il va annoncer que ça va se faire avec Porsche. Donc, c'est quelqu'un, et pourtant, vous voyez, il est originaire d'Outre-mer. Il est sur un secteur, il est l'un des meilleurs hackers en France ou en Europe, certainement. Et aujourd'hui, il arrive à travailler sur des questions très pointues de cybersécurité avec des gens, avec des grosses compagnies qui pourtant, elles, ont tout ce qu'il faut en interne pour être pointues dans ces recherches, mais qui ont besoin d'expertise externalisée. Et je crois que si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Outre-mer, bon, si je veux être violent, je dis bon, ok, on va revenir sur Terre, on va comparer les PIB
de la filière du numérique avec le PIB de l'économie traditionnelle, il n'y a pas photo, on repart se coucher, il n'y a pas de souci. La question, c'est peut-être comment les gens qui viennent de la nouvelle économie peuvent, sur l'agriculture connectée, par exemple, qui est montant, comment on peut arriver à trouver des solutions ensemble, à développer des nouvelles filières et comment peut-être demain, des gens qui ont commencé en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, vont arriver à exporter leur savoir-faire de manière extrêmement percutante sur des marchés qui n'ont rien à voir. Moi, hier, on était avec le PDG de Parrot Automotive, qui vient de l'agriculture, et on a rediscuté avec un Tahitien qui fait des ruches connectées. Et ben, voilà comment ce jeune qui fait de l'agriculture connectée classique va se confronter avec de la production en interne, notamment au Nigeria, sur des problématiques d'IoT où il y a des zones absolument pas couvertes et où ils vont travailler sur des bananeraies, par exemple. Donc, je pense qu'il y a, quand on est sur des filières naissantes, l'essentiel, bien sûr, tout le monde ne peut pas être Bill Gates et tout le monde ne sera pas champion. Déjà, pour trouver un champion, ça veut dire que vous avez passé au moins 200 ou 300 projets autres. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut juste dire qu'il faut écrémer énormément. Donc, pour un qui scale, il y en a 100 ou 200 qui vont peut-être bien vivre, et puis il y en a 300 surtout qui vont mourir, parce que c'est ça aussi la vie des startups. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, c'est la réalité. Mais en même temps, je pense qu'il y a des niches, des secteurs de niche, et là-dessus, enfin, nous, on insiste beaucoup là-dessus, sur le savoir-être et sur ce qu'on est. Je crois qu'à La Réunion, ils ont vraiment poussé ça très, très loin. Je crois qu'à l'heure où on a énormément de financements qui montent sur les problématiques de l'or bleu, sur les surveillances de ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, là-dessus, il y a toute une filière. Alors, il y a les drones, mais il y a toute une filière liée au maritime qui est extrêmement importante à développer. Et on n'en est qu'au début. Chantal, ça prend de la coopération, déjà à l'interne, entre les réseaux d'entrepreneurs, parce qu'à la fin, il y a des territoires, à un moment, ce qui marche, c'est OK, est-ce que vous arrivez à faire venir le private equity ou pas? Donc, il faut le faire venir. Deux, il faut qu'il y ait ce que tu as dit, des belles sorties, Alexandre, déjà, pour que les entrepreneurs et les fonds d'investissement puissent se dire là, il y a de l'appétence. Et puis ensuite, il y a des coopérations et des partenariats adressés avec des tissus d'innovation qui peuvent être en France, qui peuvent être en Allemagne, qui peuvent être partout dans le monde. Et ça se bosse beaucoup à distance. Et moi, je trouve qu'il y a des vrais sujets là-dessus. Alors, Chantal, je te laisse la parole, mais au final, on est dans la transition vers la prospective, puisqu'on a fait cette perspective, on voit à peu près où on en est, mais il y a du potentiel. Johan l'a souligné, et moi, j'en suis le témoin au quotidien de personnes qui ont envie, et puis surtout, plus que les personnes, les problématiques existantes, on en a plein, qui sont les mêmes que beaucoup de territoires qui ne les ont pas encore résolus. Et tant qu'il y a des problèmes non résolus sur un territoire et puis sur d'autres, il y a des solutions à trouver. Et cette scalability, elle le sera sur tous les territoires qui ont les mêmes problèmes que nous, qu'on pourrait éventuellement recevoir. Tu as parlé d'agriculture, on parle de risques. Tu as cité Gaël, c'est un ayatollah du risque, notamment sismique, que beaucoup de régions rencontrent. On parle de la météo, de la micro-météo, ou même dans notre comportemental. Il y a un problème qu'on subit tous au quotidien. Il y a un très bel exemple ce matin, ce problème d'embouteillage, qui est tout con, mais si on arrivait à le résoudre sur un territoire aussi petit que le nôtre, peut-être qu'on irait là chercher quelque chose de scalable. Donc parlons de cette prospective et parlons de qu'est-ce qu'il faut aller travailler. Il y a une notion qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, Daniel, c'est la notion de volume. On a la même en sport. Pour un type qui va jouer en ligue professionnelle, il y en a des milliers qui sont de bon niveau, mais qui n'iront pas en ligue professionnelle. Mais c'est pas grave. C'est le volume qui donne le champion. Le volume, on ne l'a pas. On vient de se donner quelques raisons. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour aller dans la perspective, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, qui apparaît de plus en plus aujourd'hui, c'est cette notion de filière. Alors Daniel a parlé de filière naissante, mais finalement, aujourd'hui, et là je parle vraiment en plus presque au nom des financeurs, et quels qu'ils soient, privés ou financement public, ils demandent de plus en plus ces notions de structuration de filière, et qui sont finalement des opportunités de pouvoir mettre bout à bout sur un ensemble de supply chain
tant des startups qui sont très innovantes que des entreprises qui sont dans l'aspect un peu traditionnel, dès lors qu'elles sont dans le même schéma. On va prendre l'exemple, par exemple, des sargasses sur le domaine de l'environnement, qui est un sujet qui vous concerne effectivement. Aujourd'hui, il y a une problématique globale, mais qui permet à beaucoup d'entreprises, qu'elles soient traditionnelles sur une certaine partie je sais pas, de la récolte ou du traitement ou ce genre de choses, ou des startups, qu'elles puissent prendre leur part dans cette structuration de filière pour adresser une solution durable. Et aujourd'hui, les financeurs de plus en plus, alors on a le fameux PIA3 de BPI qui le démontre, structuration de filière. À l'Europe, c'est pareil. Et surtout quand on est sur des marchés petits, qu'on a des problématiques communes, c'est aussi des premières les tendances sur lesquelles il faut aller en se disant je ne suis pas le seul, je suis innovant, mais s'il y en a d'autres qui sont sur cette même thématique, essayons de voir comment on peut se structurer, parce que là, on peut aller chercher de l'argent en force. En plus, les bailleurs, de plus en plus, ils veulent maximaliser les financements dans lesquels ils donnent. Ils ont de moins en moins envie de distribuer comme ça, au coup par coup, sur la start-up. Je mets dans une start-up dès lors qu'on voit qu'il y a une notion de filière et d'efficacité pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient innovantes, start-up ou traditionnelles pour le coup. Et vraiment, les sargasses, je le dis parce que je travaille sur le sujet, et l'objectif, c'est de pouvoir justement mettre en place une structuration de filière Guadeloupe, Martinique, Guyane et les pays concernés en mettant l'ensemble des acteurs, des parties prenantes concernées par ça. Donc il y a de la place. Il faut identifier les sujets et par contre, l'enjeu, de mon point de vue, pour les organisations, les clusters, les groupements qui accompagnent les entreprises, c'est de pouvoir justement peut-être identifier des sujets phares sur lesquels on dit tout le monde se met en rang d'oignon et chacun récupère le financement à hauteur de ce dont il a besoin. Donc il y a cette notion d'union fait la force, donc le volume et l'organisation. Et puis il y a cette notion également de complémentarité. Si on veut résoudre un problème, il n'y a pas une start-up ou d'ailleurs une entreprise qui résout un problème de bout en bout. Il y a une entreprise qui passe ensuite la main à une entreprise et ainsi de suite pour arriver sur l'ensemble de la chaîne à résoudre ce problème. Et donc ça séduirait beaucoup plus les investisseurs potentiels, qu'ils soient publics ou de nature privée. C'est exigé par certains fonds aujourd'hui. Notamment surtout sur les fonds européens, les fameux fonds dont beaucoup disent c'est compliqué d'y aller parce qu'en fait vous voulez y aller seul et que c'est pas fait pour aller seul. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Donc ça commence aussi par la conception même. Je suis innovant, d'accord, je suis une start-up, mais dès qu'il faut que je travaille avec d'autres tours, ça devient compliqué. Et là aussi, c'est un facteur des fois bloquant. C'est vrai que sur cette problématique de structuration de filière, de les nouvelles directives, il faut se mettre en rang d'oignon, etc. Moi, je pense que c'est très intéressant, justement, mais je me dis, c'est quelque chose qui est demandé par des institutions ou des instances qui raisonnent en partant du postulat qu'ils agissent dans des écosystèmes qui sont déjà matures, déjà développés, en se disant maintenant qu'on a déjà justement un certain nombre de structures qui permettent de dire que les 200, 300 porteurs de projets, on les a quasiment par mois ou tout par trimestre, ils arrivent, on sait déjà que c'est structuré, etc. Donc maintenant, on arrive à rationaliser un petit peu tout ça en disant on ne va pas donner de la thune à tout le monde, on a déjà assez filé de l'argent, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça. Mais nous, chez nous, on en est encore au stade où il faut créer justement la base de cet écosystème. Et ce que je reproche, c'est que souvent, en fait, on fait du copier-coller. On dit, OK, ça fonctionne en Ile-de-France, ça fonctionne en métropole, on le fait ici. Mais on en est au stade aujourd'hui ici où il faut simplement partir de la base. Non, mais même la base te permet de rester quand même dans cette philosophie d'optimisation de l'existant. Parce que même s'il y a des choses à créer, il y a beaucoup de choses à faire, mais vous ne partez pas de rien non plus. Il y a quand même on ne part pas de rien. Mais c'est vrai que l'étudiant qui aujourd'hui veut pousser une porte en disant je vais où, qu'est-ce que je fais, comment je prends le truc aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà à date se dire on va prendre une filière, on va dire c'est celle-là? À mon avis, non. À mon avis, il faut encore essaimer, se dire tiens, oups, là c'est de la food tech qui émerge peut-être. Et encore, il faut attendre que il y ait des projets qui soient déjà viables pour se dire la food tech, c'est peut-être ou les objets connectés ou l'agriculture, etc. Après, on a des grosses problématiques sur lesquelles on peut dire si tu décides d'aller sur le vieillissement de la population, là, on sent qu'il y a un gros problème qui est partagé par la région. Donc, on va essayer de pousser. Moi, je pense on est au stade où on doit se dire il y a potentiellement
une preuve de concept à faire, qu'on est capable de sortir au moins un projet ici qui génère des emplois, qui est un truc phare, etc. Et identifions des projets et disons-nous, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place quelque chose qui soit bien, un environnement qui soit intéressant pour permettre de pousser certains et de creuser déjà ce premier sillage et ensuite effectivement de construire autour et de rationaliser. Mais je suis d'accord avec tout ça, mais je me dis voilà, il y a des fois où il faudrait qu'on revienne un petit peu à la base et qu'on se dise ok, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, ce qu'on a toujours tendance à faire dans nos territoires, et effectivement commencer à reprendre les choses step by step et construire un truc qui soit viable sur le long terme en fait. Ouais. J'ai quelque chose d'un peu plus général à dire, parce que comme je disais, ça fait très très longtemps que je fais ce métier-là, et j'ai eu la chance d'un peu voyager. Et j'ai eu aussi la chance d'accompagner des boîtes qui sont devenues, enfin des entrepreneurs qui sont devenus milliardaires à Silicon Valley. Et donc, les constats que les observations que j'en ai faites, c'est qu'en fait, là, on est tous bien, on parle de création d'entreprise. Il y a 20 ans de là, on aurait pas eu ce débat ici en Martinique parce que c'est un phénomène qui n'existait même pas. Ouais. Point numéro 1. Et aujourd'hui, voilà, il y a des gens dans la salle, il y a un salon de l'entrepreneuriat, on commence à en discuter et là, on voit poindre une capacité individuelle, individuelle susceptible de faire changer la donne. Point numéro 1, observation, ni bien ni mal. Deuxième chose, de quoi on parle quand on parle d'innovation, de création d'entreprise? On parle de guerre économique. Et à dessein, je le dis. Puisqu'en fait, la politique et l'action en matière d'entrepreneuriat, la sensibilité en matière d'entrepreneuriat, elle remonte des années 75, où l'Europe s'est aperçue que 50% de la croissance américaine était tractée par des entreprises de moins de 5 ans, et dont la quasi-totalité était en électronique. D'accord ? Je peux donner des noms, je les oublie parce que je vieillis. mais en tout cas, il y avait IBM dedans, qui a donné ensuite Microsoft. Donc, voilà, donc on parle de ça. Et on parle aussi, quand on parle de création d'entreprise et quand on parle de start-up, on parle d'une croyance et d'un mythe. Le mythe de l'innovation technologique capable de tracter du développement économique. Et c'est drôle, hein, parce que Amazon, dont on ne parle pas, et qui est quand même un sujet très intéressant, parce que c'est à partir d'Amazon que la donne a changé en matière de vision de création d'entreprise. Ouais. N'oubliez pas que pour qu'Amazon devienne ce qu'il est devenu, les Américains ont triché, dépensé des milliards de dollars pour pouvoir entretenir un mythe. Le mythe qui consistait à dire, à l'époque où personne n'était connecté sur la toile, hein, il n'y avait pas d'ordinateur dans les maisons, le mythe qui consistait à dire, mais vous savez, nous, tant que notre activité, il disparaît, tant que notre activité ne générera pas de chiffre d'affaires, donc n'aura pas de bénéfices, c'est qu'on aura réussi la performance de rester virtuel dans un monde où ce qui est factuel perd de l'argent. On va être présent partout. On va manger tous les distributeurs de livres, tous les distributeurs qui ont des entrepôts, parce que nous n'en avons pas. Et cette boîte-là n'a pas gagné d'argent pendant presque 10 ans. On a tordu les lois américaines pour pouvoir permettre à des gens d'investir sur un rêve. Et cet aspect spéculatif dont tu as abordé avec Drivey, non mais attends, laisse-moi finir. Ouais. C'est pas une question spéculative, machin. C'est une question d'engagement et de croyance d'un groupe de personnes, les Américains, qui pensaient dominer le monde grâce à des investissements qu'ils faisaient sur une technologie. On peut faire le même parallèle avec San Francisco. Pourquoi San Francisco, il y a de l'électronique? Pourquoi? Parce que pendant des années, il y a eu des programmes de recherche militaire autour de l'électronique et qu'il y a des messieurs comme le patron de Sequoia Venture qui a transformé ces travaux de recherche universitaire en entreprise, en investissement, beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, quand on parle de start-up, on parle de cette réalité-là, c'est-à-dire la réalité d'une oligarchie qui investit beaucoup d'argent pour pouvoir prendre des positions culturelles, économiques, dominantes dans un pays et des pays. D'accord? Je finis. Fini, mais alors non, je t'interromps. Mais je finis. Juste sur une chose, c'est que je suis hyper d'accord avec ce que tu dis là, et moi l'analyse que j'en fais, mais non, mais je finis. Laisse-moi finir. Parce que en fait, ce que je veux dire,
j'arrive. Donc voilà, ça c'est le paysage. Ensuite, pour ce qui s'est passé en France, dans les années 80, on a eu M. Gérard Muliez, qui a, hein, oui, M. Gérard Muliez, qui a inventé le principe du prêt d'honneur et qui s'est investi à titre personnel, moi je l'ai bien connu, à titre personnel, pour pouvoir aller voir ses amis, les grands patrons, pour abonder dans ce fonds-là et aider les champions régionaux. Et quand tu parles, est-ce qu'il y a une dichotomie entre grandes entreprises, petites entreprises? Ce n'est pas une question. Il n'y a pas de dichotomie. On parle de business et d'économie. Il y a une cohérence, une compatibilité entre l'engagement des grandes entreprises et des grands patrons et la dynamique de l'innovation en France qui passe par deux acteurs principaux, les universités et les entrepreneurs. Dit différemment, le jour où en France, on arrivera à un taux d'implication personnelle des individus dans le capital des entreprises start-up qui se créent et que derrière, les mécanismes existeront de manière plus harmonieuse. Alors, je ne fais pas de politique, hein. Et je n'ai pas de vision politique, j'ai juste une observation. Quand les mécanismes existeront de manière plus harmonieuse pour que des grandes entreprises réussissent à mieux valoriser les investissements qu'elles font dans les start-up dont elles prennent des participations, on aura encore plus qu'aujourd'hui une dynamique constructive qui emmènera de plus en plus de personnes vers ce chemin de la création d'entreprise. Et un chemin vertueux, c'est-à-dire qu'on ouvrira des voies et on facilitera des parcours. Et je finis juste en disant une autre chose, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, là, quand je te disais que ce n'est pas vrai, oui. Il y a de plus en plus, c'est parce qu'on ne voit pas hein, dans les écoles, les jeunes dans les écoles, ils n'ont pas envie d'aller bosser, ils ont envie de monter des boîtes, ça y est, ils sont partis. Et personne ne va les arrêter. D'accord ? Personne ne va les arrêter. Et il va y avoir de plus en plus de gens comme ça qui vont prendre des initiatives et qui petit à petit, comme ça s'est fait aujourd'hui, hein. Moi, à l'époque, hein, quand il y a un polytechnicien qui venait me voir, il venait me voir en catimini en me disant, écoute, moi, on me crache dessus parce que je ne veux pas faire un parcours classique du polytechnicien, je préfère monter ma boîte, est-ce que c'est mal? Je lui dis non, viens, mon garçon. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous à Station F. Hein. Oui, c'est devenu un parcours de professionnalisation. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, parce que moi j'adore ça, moi j'adore la création d'entreprise, c'est je suis content qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent apprendre en prenant des coups de pied au cul et qui grandissent et qui finissent par se mettre au service de leur entreprise. Parce que pour qu'une entreprise réussisse, il faut que son entrepreneur se mette à son service. Voilà. Et j'ai un exemple, Vertéol à Nîmes. Vertéol, c'est une boîte qui fait des éoliennes. Je la trouve par hasard parce que j'ai monté un concours en 2007 de pitch pour pouvoir amener à Paris des boîtes de province. Vertéol vient me voir, on travaille, je lui dis bien, on va t'aider à trouver des fonds, puisque les Nîmois lui promettaient de l'argent depuis 3 ans et jamais personne ne lui donnait. Il a trouvé un partenaire en France, il a fini par monter Vertéol à Lyon, en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, c'est une boîte florissante. Donc oui, il faut bouger, oui, il faut être au service, oui, c'est difficile, mais oui, hein. Mais oui. Du coup, ce que j'entends pour conclure sur cette partie prospective, il y a cette notion de culture qui est très forte. Quand tu dis que l'entrepreneuriat n'a pas toujours été à la mode, entre guillemets, c'est une vérité. D'ailleurs, il y a même quelques années où c'était pas une insulte, mais c'était pas très bien vu d'être entrepreneur parce qu'avec cette notion de risque associé, de précarité. Aujourd'hui, tout le monde est très fier de dire qu'il entreprend. Donc il y a cette notion de culture à favoriser, à accélérer sur notre territoire. Il y a des actions qui sont en cours, mais il faut que ce soit encore plus profond, plus large. Et comme tu le dis, oui, alors là où je pense que c'est pas assez globalisé, c'est que c'est à la fois à nous, jeunes entrepreneurs, de le faire, et puis c'est à la fois à des entrepreneurs qui ont validé, start-up ou pas, une réussite,
de donner un retour d'expérience et une transmission. À l'échelle locale, je trouve qu'on est assez pauvre dans cette culture entrepreneuriale. Alors moi, je suis un négropolitain. Voilà. J'observe la Martinique de loin et c'est la première fois que je viens et j'en suis très très heureux à titre professionnel. Et vous avez une histoire. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est que on a, de mon point de vue, on observe aujourd'hui l'émergence d'une classe d'entrepreneurs Oui, voilà, bien sûr. particulière. Bien sûr. Et qui n'est pas en lien avec les vrais entrepreneurs martiniquais qui sont les béquets pour il n'y a pas que, mais non, il n'y a pas que, mais voilà, il y a des grands entrepreneurs en Martinique et qui sont là, qui sont très très bons. Et aujourd'hui, il y a l'émergence d'une autre classe. Et donc, je pense que voilà, il y a un peu de temps encore pour que la mayonnaise commence à prendre. Mais je pense que, et tu as raison, mais je pense que c'est un élément essentiel, c'est que cette culture d'entrepreneuriat continue de croître. Il y a aussi cette notion de lieu, de vaisseau et d'outils qui, tant qu'on n'en aura pas l'entièreté à tout niveau du cycle, fera qu'on aura soit très peu d'initiatives ou soit pas du tout d'initiative parce qu'il manquera un bout de la chaîne, le bout qui permet d'apprendre ou d'accélérer. Excusez-moi, Ouais. Alexandre. Encore une fois, moi je viens, ma carrière, je l'ai faite dans le public. Dans les années 80, 2000, l'entrepreneuriat, c'était affaire publique. D'incitation, de sollicitation, de mise en place d'infrastructures. J'ai fait 25 ans là-dedans. Aujourd'hui, je suis dans le privé, je fais exactement le même métier que je faisais dans le public. Parce que, et j'ai observé, et j'en étais l'acteur, j'ai observé qu'aujourd'hui, cette problématique, elle rentre chez ses pairs. Ouais. Voilà. Il ne faut plus demander au pouvoir public, qui sont pauvres, de faire l'effort de faire ce que aux États-Unis, puisqu'on est guidé par les États-Unis, quoi qu'on dise, ce qu'aux États-Unis, les entrepreneurs eux-mêmes font pour eux. Pareil en Afrique, pareil en Chine, pareil en Inde. Pourquoi est-ce qu'on demande à l'État de faire ce qu'il est incapable de faire et ce qu'il est de plus en plus incapable de faire parce qu'il est de plus en plus pauvre? Non, je suis d'accord. Et, Voilà. et il faut que ces lieux et ces vaisseaux émergent à la fois de nous, mais sur ce territoire contraint et avec ce peu... C'est plus dur, bien sûr que c'est plus dur. Et ouais, les trois. C'est lui, on est d'accord? Lunettes pour tous, dont on parlait tout à l'heure, il a réussi son truc parce qu'il a rencontré Niel qui lui a permis de... Et c'est exactement là où je voulais en venir quand je disais... Je ne parle pas de cette confrontation d'économie traditionnelle, certains, je dis juste que c'est parce qu'il y a un Xavier Niel et donc quelqu'un qui a déjà assumé une réussite dans son secteur d'activité, mais qui a cru dans des entreprises plus petites, mais talentueuses, agiles, etc., qu'on a aujourd'hui ces succès. Des Xavier Niel aux États-Unis, il y en a plein. D'ailleurs, c'est dans la culture des grands patrons d'industrie, d'industrie haute, mais déjà validés. Il y en a quelques-uns en France, les trois que tu cites et quelques autres et de plus en plus. Et il en faut ici, parce que les moyens existent, des entrepreneurs de la vieille école, je suis pas péjoratif de dire ça, successful, il y en a. Il faut que cette alchimie s'opère. Donc, pour que cette culture naisse, ou en tout cas qu'elle explose, pour qu'il y ait ces territoires d'expérimentation et ce financement par le privé, accompagné par le public qui tente de faire des choses et qui démarre de plus en plus d'initiatives, ce salon en est la preuve. Et il faut que, quand on parle de l'initiative privée, quand on parle de lieux, il y a par exemple le Crédit Agricole qui va lancer un village BASCA en Martinique, qui est un territoire qui permettra de faire beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. On a un peu passé le délai, je vais conclure et je vais laisser la parole à chacun en disant que finalement le potentiel, il est en nous-mêmes, en notre capacité, en notre volonté à
à pouvoir sortir pas un, mais plusieurs exemples, mais également dans notre capacité à structurer. Chantal, c'est ce que tu disais quand tu parlais de filières, même si ici on le vit de manière un peu plus complexe parce qu'on voit cette échelle qu'on sent qui est difficilement atteignable. Je te laisse ton mot de conclusion. Quand j'ai parlé de filière, au-delà de l'aspect technique, je parlais surtout de l'esprit, en fait, Ouais. d'arriver L'esprit de rassemblement. L'esprit de rassemblement, effectivement, et de s'appuyer sur les forces des uns et des autres, les valeurs ajoutées pour en donner du sens et d'aspirer aussi ceux qui sont justement peut-être plus en difficulté et moins en maturité. Donc en conclusion, effectivement, le mot va paraître très facile vu le contexte et le nom du salon, mais c'est vrai que finalement, ça reste quand même bien la notion de oser, l'audace, j'ai envie d'y rajouter aussi, de croire dans ce qu'on fait. Et de se dire qu'effectivement, il y a quand même des choses qui se font. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont là pour donner des conseils. Donc, il faut savoir écouter, savoir aussi accepter un certain nombre de choses. Il faut aussi accepter de perdre des fois, ne pas avoir peur aussi de se relever, bien intégrer tous ces paramètres qui fondamentalement font la différence en fait sur la durée. Et j'aime toujours assimiler ça à sportif de haut niveau. Oui. Il a des phases, hein, comment on garde la motivation et l'excellence en permanence. C'est pas tant la performance, j'ai envie de dire, technique sur les courses qu'il réalise, mais sur cette capacité à chaque matin de me dire ok, ça vaut le coup, allez, j'y vais, allez, je touche, allez. Et même s'il a reçu le coup de fil, même s'il a fait 20 secondes de plus aujourd'hui, non mais demain je ferai mieux. Ok. Daniel, ton mot de la fin, ta conclusion? Ouais. J'ai envie de dire, nous qui sommes sur Station F, on n'y est pas rentré par le volet diversité, on y est rentré parce qu'on était. Et donc au MN, on a toujours fonctionné comme ça. On est reconnu par nos pairs ou par des gens qui tiennent la route. On n'a pas attendu la reconnaissance des autres parce que sinon on va attendre longtemps. Et donc je crois que même si on retrouve ça sur tous les territoires, aujourd'hui vous avez Joël qui est là. Avec Joël, on communique régulièrement parce qu'à un moment donné, c'est comme dans le haut niveau, Chantal vient de parler du sport, ce qui compte, c'est de travailler en synergie pour faire aboutir nos champions. Et donc, ce qu'on dit, nous, à chaque fois dans tous les territoires, même si on comprend les logiques de Chapelle et on comprend très bien qu'il y a des intérêts et puis il y a des historiques aussi, donc on n'est pas naïf non plus, mais le niveau à atteindre est tellement élevé pour avoir 2-3 réussites qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut travailler sur des vraies synergies, ne serait-ce que pour aboutir à ces résultats qui peuvent rejaillir sur l'ensemble de l'écosystème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un temps long, donc effectivement, même si on aimerait que ça aille plus vite, mais je pense, et nous on le voit, on récupère plein de petits jeunes qui sortent de chez School Lab, on les récupère à 150K, il y en a qui vont faire quasiment leur premier million d'euros en passant chez nous, alors qu'on n'a pas fait grand-chose. Et donc, je crois que les inscrire dans des parcours, c'est ce qu'on a essayé de faire avec beaucoup d'imperfections depuis quelques années. Et puis, il y a ce concours Innovation Outre-mer. Alors, les gens voient juste la notion du concours, mais derrière, ils ne voient pas ce qu'il y a en amont, hein, surtout. Donc, la mise en relation avec les services achats, ce qu'on fait notamment avec Impact Partenaire. Là, on travaille sur le deal commercial, hein, donc il y a des rendez-vous qualifiés avec des services achats, c'est ce sur quoi on discute régulièrement, plus la levée de fonds. Et la levée de fonds, en fait, elle arrive où les gens qui vont avoir besoin de lever de l'argent, depuis 3 ans, on est sur des levées de fonds régulièrement modestes, ça ne dépasse pas 1,5 million. Mais la question, c'est de savoir quelle est la force de l'écosystème qui monte. Et je crois que nous, ce qu'on dit très souvent dans tous les territoires, c'est que on le constate, hein, ceux avec qui on est capable de travailler vraiment en synergie et d'être des passeurs. Moi, je suis pas un escroc, je suis pas du tout un spécialiste du numérique. Par contre, ce qu'on adore faire, c'est mettre à disposition des mentors chez nous, des gens qui ont fait. Et je pense qu'en Martinique, il y a des gens extraordinaires à écouter, qui viennent faire du retour d'expérience. Je pense à des gens comme José, comme Olivier. Il y a des gens qu'il faut vraiment écouter. Il y a de nombreux fonds d'investissement ou de gestionnaires ou fondateurs de fonds d'investissement qui sont là, qui viennent ou même qui résident en Martinique. Il faut vraiment, je pense, à la fois tirer des passerelles, essayer de travailler avec eux. Et je
je rebondis un peu sur ce qu'a dit Johan, mais je suis un peu d'accord avec ça. C'est, à un moment donné, il faut quand même, mais on le dit dans toutes les régions, hein, on l'a dit notamment très fort en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, il faut que les régions aussi poussent leurs champions. Ça, c'est une évidence. Parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas poussé au niveau régional et que vous n'avez pas pris vos positionnements un peu partout et que vous êtes fort quelque part sur votre ancrage territorial, on a du mal à pousser, parce que dire qu'on va à l'international, c'est facile, mais c'est aussi beaucoup plus risqué, économiquement parlant. Et donc, comme c'est la guerre, effectivement, il faut être parfois solide chez soi avant de ravager la terre. Et donc, voilà, ça nécessite d'avoir un écosystème bienveillant, j'ai presque envie de dire, comme c'est une filière qui n'est pas encore bien structurée, normalement, ça devrait être beaucoup plus facile qu'une filière qui a déjà des assises depuis de très longues années. Je suis totalement d'accord avec ce que Daniel a dit. Enfin, voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler en synergie. Je pense que au niveau associatif, on a montré aujourd'hui que on arrive à un stade où nous aussi, on prend nos responsabilités. C'est vrai que pendant très longtemps, on a été dans la discussion, dans l'échange. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans ça. On essaye, on fait, et avec nos modestes moyens, et en allant surtout chercher du privé, en faisant des choses. Et c'est intéressant, et on commence à voir que plus tu fais par toi-même, plus les gens se disent tiens, ça nous intéresse, et du coup c'est ça. Maintenant c'est compliqué parce que bien évidemment on reste nous encore dans des phases où nos activités sont encore effectivement en phase de rodage, donc c'est compliqué de faire les deux, voilà. Mais je pense qu'on arrive à un stade où voilà, il y a de plus en plus de personnes, comme tu disais tout à l'heure, on a énormément de jeunes qui viennent, et c'était impressionnant de voir par exemple le nombre d'Haïtiens qui ont candidaté à l'ITSB en nous disant on a des structures là-bas, mais on veut le faire, on veut venir, etc. Et même aussi la transmission au niveau caribéen, parce que je reste persuadé qu'on a un terrain de jeu formidable qui est la Caraïbe. On va souvent au Haïti Tech Summit, il y a des choses comme ça qui existent aujourd'hui. Et ce qu'on essaye de faire, c'est aussi ouvrir l'esprit de nos jeunes à ce bassin caribéen qui existe et aux potentialités qui peuvent y avoir. Donc je pense que ça, c'est un formidable terrain de jeu. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de sociétés au niveau, et ça, c'est la perspective, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de boîtes. La plupart des startups s'occupent et sont sur des gros marchés, des grosses métropoles, des gros territoires, etc. Et nous, par la porte des choses, on est obligé de faire tourner des business models sur des petits territoires. Et c'est vrai que derrière, d'aller adresser toutes les petites villes de province, d'aller adresser effectivement des petits territoires, de devenir des spécialistes des petits territoires, parce que par la force des choses, on est obligé de le faire. C'est pas péjoratif de se dire c'est pas parce que je suis pas à San Francisco et que j'ai pas Paris et que j'ai pas d'autres, mais peut-être que j'en ai des plus petites, et il vaut mieux peut-être vendre des fois un truc à 1 euro à 2 millions de personnes que d'essayer de vendre des grosses choses à très peu de personnes. Et c'est vrai que ça aussi on essaye de l'insuffler. Et voilà. Bon, après je pense qu'au titre personnel, je pense vraiment que, comme on disait, il faut pousser les champions, parce que c'est à partir du moment où on aura réussi à faire émerger au moins un succès. Et nous, on nous l'a clairement dit, on a un Impact Partner dont Daniel parlait, investi chez nous, et nous ont clairement fait comprendre que l'investissement qu'ils ont mis chez Carrefourly fait que on a entre guillemets une double responsabilité, non seulement de faire en sorte que ça soit rentable, mais deuxièmement de montrer qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix d'investir dans une boîte à distance en Martinique, et que demain ça peut effectivement leur donner envie de continuer cette expérience-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, parce que c'est aussi ma modeste contribution à l'écosystème. Et si demain je peux, non pas financièrement, mais autre, me dire tiens, ce projet-là m'intéresse, et je dis je te prends sous mon aile et viens travailler à la maison et viens faire ça, j'essaye vraiment de le faire, mais j'estime que c'est pas qu'à moi, il y en a d'autres, et j'essaye aussi beaucoup. Tu vois, Patrick Fabre aujourd'hui qui s'implique beaucoup, à l'ITSB on l'a fait venir rencontrer, parce que José aussi, qu'on essaye de presser, qui est un peu timide sur des choses, mais à qui on dit viens, ton histoire, il faut qu'il les connaisse, parce que souvent on a tendance à dire que la personne, c'est un peu comme dans les films, il a eu l'idée et puis il a eu des millions, et puis on oublie tout ce qui se passe entre les deux, et on pense que tout le monde a réussi très rapidement. Et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est aussi de donner cette culture et le côté, la vie d'entrepreneur est pas facile du tout. Et voilà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et voilà, exactement, aux grandes dames de ma mère et autres. Mais voilà, ça aussi c'est dedans. Donc je pense qu'on arrive à atteindre un stade, on va y arriver, mais il faut vraiment que tout le monde se mette derrière et comprenne aussi de ne pas multiplier les choses, et aussi
de laisser les associations et les autres faire. Et c'est vrai que souvent, on a ce problème au niveau politique de dire que voilà, on bypass, on essaye de faire nous-mêmes. Mais l'idée, c'est qu'il y a déjà des actions. Soutenez-les plutôt que de faire à côté. Parce que quelque part, c'est mieux des fois de soutenir et d'accompagner des choses qui sont déjà là parce qu'il y a un écosystème derrière que de monter des choses, effectivement, et après de dire venez nous rejoindre et quelque part, ça fait du blond, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai déjà beaucoup parlé, mais... Oui, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai pas grand-chose à dire. Le seul truc que j'ai à dire, c'est que je suis vraiment heureux, moi, d'être dans ce milieu-là de la création d'entreprise et que quand je vous vois là, je me dis, mais en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et moi qui suis un grand naïf, un grand rêveur, je me suis dit, des entrepreneurs sociaux, en fait. Ouais. Voilà. Sociaux. Vous êtes gentils, intelligents et vous apportez quelque chose. Et franchement, ça me fait kiffer. On essaie de le faire. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. On a un peu débordé, j'en suis désolé, mais je pense que ça a intéressé toute l'Assemblée. Je remercie tous les invités. Et surtout Daniel dans des conditions éloignées d'avoir été parmi nous. Merci Chantal, merci Joël, merci Johan, merci donc Daniel. Et puis on va se dire qu'il n'y a plus qu'à, mais qu'on a en tout cas des indications très fortes sur ce qui pourrait fonctionner. Merci à tous. Rose Martinique, le futur s'entreprend aujourd'hui.